Souveraineté oblige. Il était avec ce terme que j'ai conclu la première intervention d'un séminaire du mercredi, ce qui a précédé ce grand colloque. Évidemment, ce terme, souveraineté oblige, constitue une évocation de phrase fameuse noblesse oblige, la notion que le privilège est accompagné de la responsabilité. La phrase fameuse traite des privilèges accordés à la nobilité. Toutefois, la notion me semble à avoir d'une application similaire aux autres entités données d'un statut supérieur, c'est-à-dire aux entités dotées du pouvoir économique, politique ou sociétal. Les États, par exemple, ils sont sans doute puissants, donc ils devraient être aussi responsables. Il était une fois qu'on insistait au pouvoir absolu de l'État. Mais déjà en 1896, à la fin du XIXe siècle, Louis Lefebvre, juriste renommé de l'Université de Paris, écrit des restreintes de la souveraineté étatique. Bien qu'il fasse mention de la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, Lefebvre place des contraintes à cette non-obligation. Il ajoute que l'État doit agir dans les limites du principe supérieur de droit et conformément au but collectif qu'il est appelé à réaliser. Les juristes du common law auraient d'ici là en accord avec lui. Aujourd'hui, presque tout le monde accepte la proposition que toute entité qui se présente comme un État possède des obligations. C'est le même pour les États-Unis et pour la Palestine. Tout État est obligé tout d'abord à ses citoyens. Selon la tradition démocratique, c'est le citoyen et pas le gouvernement de l'État qui est en fait le souverain. Aussi acceptée est l'idée que l'État doit répondre aux quelques d'autres, en particulier aux autres membres de la communauté des États. Les débats de ce colloque ont confirmé ces principes. Est-ce que l'État obligeait à quelqu'un pour faire quelque chose? Cela n'était pas notre question. Elle était plutôt: quelles sont les obligations de l'État? À qui ou à quoi est-il responsable? Comment évaluer si l'État satisfait ses obligations? Et comment sanctionner un État irresponsable? Cette présomption d'une responsabilité souligne la différence juridique, philosophique quand même, entre l'État et le reste. Par le reste, j'entends faire référence aux entités et aux individus dénommés privés. Comme nos débats l'ont effectivement admis, la responsabilité des entreprises transnationales ou ETN ne peut pas encore être présumée. Il faut donc qu'on persiste à essayer de convaincre les sceptiques de la notion même de ce type de responsabilité. Il est vrai que les gouvernements jouissent d'un pouvoir de contrôler ces acteurs soi-disant privés. Je nous constate en passant mon accord avec l'intervention d'hier de professeur Murwatt sur la problématique du clivage
public-privé. Pendant ces rencontres, mes collègues ont proposé divers mécanismes gouvernementaux de contrôle dans le processus juridique et la taxe carbone. En plus, je note que chaque ETN existe à cause d'une charte issue par un État. Et cet État retient à son tour le pouvoir de le reprendre. Cette sanction se trouve en réalité dans le Code pénal américain, où une banque trouvée coupable d'un grave blanchiment d'argent pourrait souffrir cette peine. On l'appelle the corporate death penalty. Il n'y a donc aucune absence des outils pour contraindre les ETN à conformer ses activités à l'impératif du bien commun public. Je ne suis pas persuadée non plus que les difficultés technocratiques de développer les critères d'évaluation sont insurmontables. À mon avis, le problème est plutôt de la volonté. La volonté d'imaginer, de postuler, de calibrer et d'utiliser ces outils. En bref, d'une absence de la volonté politique. Un Rousseauien dirait la volonté générale. Cette observation implique l'acteur privé ultime, l'humain même. En collectif, ils forment la base du problème. Les humains, les consommateurs, insistent que les ETN continuent à extraire des ressources pétrolières et exhaustibles. S'il n'y aura aucun demande pour ces ressources, les entreprises orientées vers le profit ne s'engagent pas à leur extraction. Ces consommateurs requièrent à acheter des produits de carbone sans payer aucune taxe, c'est-à-dire aux tarifs qui ne prennent en compte la vraie coût mondiale de ces produits. Il était une fois que beaucoup de gens doutaient même nier l'existence de réchauffement planétaire. Pas maintenant. Tous les humains, nous les humains, en croyons. Mais, dans les mots blasés de la philosophe musicienne populaire Lord, we don't care, on se fiche. Cette semaine-ci se voit l'échec de la tentative française d'achever une très petite réduction de l'usage du carbone par 2050. À la suite de cet échec, un journaliste écrit « We are all climate change deniers now ». Enfin, il est nous, les souverains populaires de l'État, qui poussent nos gouvernements à ignorer le risque réel de la survie de l'humanité. Que doit-on faire alors? Il faut bien se militer pour l'adoption en décembre à Paris des principes directeurs visés à contrôler les activités, ce qui contribue au réchauffement. Il faut insister aussi à la transformation de tels principes au traité obligatoire. Ces initiatives sont tout à fait importantes, mais pas du tout adéquates. Donc, il faut que nous humains qui soucions du problème, continuons à essayer de construire un consensus de les temps catastrophiques de crise. Sans consensus sur cette urgence, rien ne peut être fait. Avec tel un consensus, tout est possible. Je vous remercie.
Applaudissements